Et du coup, je laisse la parole à Jean. J'espère ne pas vous porter le coup de grâce. Mais enfin. Alors, je vais essayer d'aborder 6 points en 28 minutes. Premier point, sur l'influence de la révolution russe. Eh bien, celle qui a été la plus nette, c'est Rosa Luxembourg. Lorsque, dans la brochure qu'elle a écrite quand elle était en prison, elle écrit les lignes suivantes. C'est au printemps 1918. Les bolcheviks ont montré qu'ils peuvent faire tout ce qu'un parti vraiment révolutionnaire peut faire dans les limites des possibilités historiques. Alors que nous sommes à la veille des luttes décisives dans le monde entier, le problème le plus important du socialisme est la capacité d'action du prolétariat, la combativité des masses, la volonté de réaliser le socialisme. Sous ce rapport, Lénine et Trotsky sont jusqu'ici encore les seuls qui puissent s'écrier, avec Hutten, c'est le héros d'une pièce de Schiller, « J'ai osé ». Ils ont fait faire un pas énorme dans la voie du règlement de compte final entre le capital et le travail dans le monde entier. C'est-à-dire qu'effectivement, en prenant le pouvoir au nom du deuxième congrès des soviets, ce que la presse bourgeoise et les historiens du genre Courtois, Sumpf et autres effacent, au nom du congrès des soviets, les bolcheviks sont passés d'un univers du mouvement ouvrier officiel où on parle de la révolution le dimanche, éventuellement le samedi soir, mais où le reste du temps, on se consacre à la gestion des affaires courantes de la société bourgeoise. Il y a d'ailleurs un homme qui va théoriser ça dans quelques mois, mais je dirais ce qu'il écrit un peu plus tard. Et là, ils ont décidé, eux, en s'appuyant sur le prolétariat russe, et surtout sur celui de Petrograd, qui était, disons, qui était dans une dynamique révolutionnaire tout à fait incontestable, de passer des mots aux actes. Ce faisant, ils sont évidemment entrés dans un combat brutal et frontal contre tout ce qui représente le capital. En particulier, à partir du moment où ils ont pris un certain nombre de mesures. Je ne vais pas les énumérer, je vais simplement citer 2 types de mesures. La première mesure, c'est ce gouvernement qui comporte pour la première fois une femme dans ses rangs, Alexandra Kollontai, prend un certain nombre de décrets visant à l'émancipation des femmes. Ça va de la proclamation du droit au divorce, du mariage civil, de l'attribution d'un congé de maternité d'1 mois avant l'accouchement, d'1 mois après, alors que jusqu'alors, dans la Russie tsariste, les ouvrières doivent travailler jusqu'aux premières douleurs de l'accouchement et reprendre le travail au lendemain de l'accouchement sous peine d'être virées sans indemnité. Et l'interdiction du travail de nuit des femmes et des jeunes de moins de 16 ans dans l'industrie. Je vous rappelle, si vous comparez cette conquête avec ce qui s'est passé en France, que la France ayant décrété cette interdiction en 1954, en validant ainsi une recommandation de l'OIT de 1948, ce travail de nuit des femmes dans l'industrie a été rétabli en 2001 par le gouvernement Jospin, qui comptait dans ses ministres un certain Jean-Luc Mélenchon, qui d'ailleurs porte toujours ce même nom, mais qui n'a jamais... On passe de la soumission à l'insoumission sans changer de contenu. Bien, c'est une chose qui arrive. Deuxièmement, la décision prise pour la première fois, et à ce jour la dernière fois par un gouvernement dans le monde, d'annuler la dette. Cette décision est sans exemple dans l'histoire. Cette dette, déjà, le Soviet de Petrograd avait, le 2 décembre 1905, annoncé que quand la classe ouvrière russe arriverait au pouvoir, elle ne paierait pas la dette. L'avertissement avait d'ailleurs provoqué quasiment immédiatement l'arrestation du Soviet. Enfin, il y avait 2 raisons. Il y avait ça, et puis le fait qu'ils avaient décidé de convoquer un congrès de tous les soviets existants en Russie alors, il y en avait 58, donc se poser comme pouvoir ouvrier face au pouvoir du tsar. Ça, c'était évidemment totalement inacceptable. J'ai vu qu'on a réédité les souvenirs de l'ambassadeur de France à Moscou à l'époque, Joseph Noulins. Si vous l'achetez, enfin je ne vous recommande pas de l'acheter, je préfère que vous achetiez mes livres si vous avez de l'argent à dépenser. Noulins raconte la réunion de tous les ambassadeurs à Vologda, où ils adoptent tous, ensemble, là ils sont tous d'accord, pour dénoncer l'annulation de la dette,
Et il commente en disant « Nous avons fait appel au sens moral des bolcheviks, mais manifestement c'était absolument inutile. » Il faut se rappeler quand même qu'au lendemain de la révolution de 1905, plus exactement du dimanche rouge, où le tsar Nicolas II a fait massacrer 1250 femmes, hommes et enfants, ce qui lui a valu d'être canonisé par l'Église orthodoxe en l'an 2000, c'est rien, le sang du peuple, ça ne coûte rien. Jaurès avait annoncé, c'est la fin du tsarisme. Et cette fin du tsarisme annoncée avait tellement provoqué de panique chez les investisseurs français que le régime tsariste avait chargé un dénommé Rafalovitch de distribuer des sommes très importantes à toute la presse française, laquelle a ouvert les bras, en tête Le Figaro de Dormesson, qui n'était pas encore à l'époque directeur du Figaro, ne lui prêtons pas des mérites arriérés. Le matin, le seul journal qui a refusé, c'est l'Humanité de Jean Jaurès. Enfin, je ne parle pas des petits journaux de province, ils ne pouvaient pas arroser tout le monde. Et ça, c'est une rupture brutale avec le système capitaliste. Rosa Luxembourg ajoute, après les lignes que je viens de lire, en Russie, le problème ne pouvait être que posé. C'est-à-dire qu'en même temps, elle définit l'importance de cette révolution, la prise du pouvoir réel, et deuxièmement, elle affirme que ça ne peut pas aller jusqu'au bout. Il y a à ça deux raisons. D'abord, la première, c'est que beaucoup de bolcheviks pensaient qu'ils se resteraient au pouvoir pendant quelques jours, puis qu'ils seraient pendus. Kollontai, rencontrant Jacques Sadoul, qui fait d'elle une description en amoureux, il l'a profondément impressionné, là, dit, bon, je prends des décrets, on laissera une trace dans l'histoire. Le commissaire du peuple à l'instruction publique, Lunacharsky, dit, dans 15 jours, on sera pendu aux fenêtres de nos bureaux. Les bolcheviks se heurtent en effet à un sabotage généralisé, organisé par la bourgeoisie. Une guerre civile, d'abord sans armes, enfin si, il y a bien quelques armes, il y a bien l'insurrection des élèves officiers, puis la tentative du général Krasnov d'aider Kerensky à reprendre le pouvoir. Krasnov, d'ailleurs, qui, dans la Deuxième Guerre mondiale, organisera une division SS de Cosaques qui se livrera à des massacres effroyables. Il sera pendu le 17 janvier 1947 à Moscou. Voilà au moins sous Staline un acte positif. Il n'y en a pas tellement, mais ce sabotage est total. Toute la bourgeoisie retire son argent des comptes, et malheureusement les bolcheviks qui sont confrontés à la nécessité de combattre ce sabotage, ou les fonctionnaires qui sont invités à faire grève en étant payés sur les fonds de l'État ou par les patrons, ferment les bureaux, détruisent les dossiers, jettent les clés, refusent de faire quoi que ce soit, c'est un véritable sabotage total du fonctionnement. Les bolcheviks n'ont pas le temps de réagir immédiatement et lorsqu'ils nationalisent les banques, c'est trop tard. Les fonds sont partis. N'est pas en Suisse, à Stockholm. Pour quelle raison Stockholm? Je ne sais pas trop, peut-être parce que c'était le plus pratique. Mais cette révolution, malgré les difficultés effroyables auxquelles elle est confrontée dès les premiers jours, rendez-vous compte qu'en janvier, la ration de pain, parce qu'il faut introduire les tickets de ravitaillement, est d'abord d'une demi-livre de pain fabriqué avec entre autres de la paille, ce qui n'est pas très, très digeste. Enfin, un peu de blé, pas mal de pain. Puis, un quart de livre, alors que sous Staline, la ration du cachot, donc, où on envoyait ceux qui étaient punis, était de 300 grammes de pain quand même. Donc la famine règne, même il y a un document de membres de la Tchéka, c'est-à-dire la commission de lutte contre le sabotage et la prévarication, la spéculation sur les aliments, disant à Dzerzhinsky, on crève de faim, on n'a rien à manger. Donc dans cette situation-là, malgré cela, la révolution a un effet immédiat sur les pays voisins. J'en prendrai deux exemples. Le premier, c'est la révolution qui se déclenche en Finlande, dès la mi-janvier 1918. La Finlande est devenue, qui d'abord été une région autonome de l'Empire tsariste, où le Parti social-démocrate, enfin, qui était le plus à gauche, a en 1906 arraché le vote des femmes dont les féministes ne parlent jamais, parce que ce n'est pas des féministes qui l'ont arraché, ce sont les sociodémocrates, avec des femmes, une ligue des femmes travailleuses d'ailleurs, oui, le premier pays, oui, absolument, et où le tsar finalement a capitulé, parce qu'après tout la Finlande c'était à moitié autonome, bon, il accordait le vote des femmes. Et ensuite,
il sera obtenu en juin 1917 en Russie. Donc, une révolution éclate en Finlande, devenue indépendante officiellement le 18 décembre 1917. Le texte comporte au bas de la déclaration 3 signatures qui ne sont pas toujours ensemble, Lénine, Trotsky, Staline. La révolution commence, c'est une révolution déclenchée par des sociodémocrates de gauche qui sont très timides devant l'idée de s'attaquer au capital. Leur idée, c'est d'instaurer une espèce de démocratie à la Suisse, vous savez, avec une autonomie cantonale, etc. L'autonomie qui à l'époque était une idée plutôt anarchiste. Et ça suscite une réaction extrêmement violente de la bourgeoisie finlandaise, qui confie son sort au général tsariste Karl Mannerheim, qui s'était déjà distingué en 1902 en étant envoyé en Chine pour participer à la répression de la révolte des Boxers, et qui organise, avec le soutien de l'Allemagne, d'abord financier, puis avec l'envoi d'une division de 12 000 hommes, dirigée par von der Goltz, l'écrasement de cette révolution. L'écrasement de la révolution est extrêmement brutal, extrêmement violent. C'est l'ouverture des premiers camps de concentration dans le domaine de la révolution russe, où sont internés 80 000 hommes, femmes et même enfants. La Finlande est un petit pays. En général, vous verrez partout que les premiers camps de concentration étaient ouverts par Lénine et Trotsky, alors les dates changent, etc. Mais non, c'est en Finlande, comme réponse à la guerre civile. Deuxièmement, un nombre de massacres très important et l'instauration d'un pouvoir bourgeois par la brutalité la plus grande. Deuxièmement, dès la mi-janvier en même temps, vous avez une grève générale qui déferle sur la Hongrie, qui commence à Budapest, puis sur l'Autriche, et puis en même temps dans les usines d'armes à Berlin. Les deux mouvements sont d'ailleurs séparés, parce qu'il n'y a pas de rapport étroit entre l'Allemagne et l'Autriche à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est le sort de cette... Et puis une mutinerie, des marins de la région de Cattaro. Enfin, ils portent un Cattaro. Ce qui est intéressant, c'est que cette grève effraie profondément les sociodémocrates, qui décident de bander toutes leurs forces pour sauver la monarchie autrichienne et qui réussissent à passer un marché de dupes, pas de leur point de vue, mais du point de vue des grévistes, avec la monarchie, à savoir que lors des déclarations de Brest-Litovsk, le comte Tchernin fera une grande déclaration en faveur de la paix, et en contrepartie, on invitera les ouvriers à prendre le travail. Et les ouvriers, de mauvais gré, reprennent le travail. Ensuite, la mutinerie est écrasée à Cattaro, 4 marins sont fusillés, et donc ce deuxième mouvement, produit entre autres par la révolution russe, est écrasé. Et d'après le communiste autrichien, qui ne restera pas longtemps communiste, comme il s'appelle, Franz Borkenau, si j'arrive à retrouver son texte, sinon, écoutez, je ne vous le lirai pas. Apparemment, ah non, voilà. Ça doit être là. Oui, il écrit à propos de ce mouvement d'Autriche et d'Allemagne, avec quelque exagération, cette grève a été en plus d'un sens le plus grand mouvement révolutionnaire d'origine réellement prolétarienne que le monde moderne ait jamais vu. Bon, ça c'est un peu l'étroitesse d'esprit autrichienne. Elle fut due à la révolution russe, ça c'est vrai, où cette dernière fut sa cause la plus immédiate. Et il reste ce fait remarquable que le plus gros effet qu'eut sur l'Europe la révolution russe fut obtenu avant qu'il ait existé une internationale communiste. Est-ce le plus gros effet? Ça peut vraiment se discuter, mais en tout cas l'effet est indéniable. Et ça aura des conséquences pour la suite. Alors je ne vais pas essayer de faire un tableau général des conséquences de la révolution russe sur les divers pays. En Europe, je voudrais prendre quelques points simplement. Ensuite, avec la chute de la monarchie allemande et autrichienne, vous avez un mouvement révolutionnaire qui se développe en Autriche puis en Allemagne. Et en Autriche, où le Parti communiste qui se crée au lendemain de l'effondrement de la monarchie est extrêmement faible. Il aura 10 000 adhérents, le Parti social-démocrate en gardera 500 000, vous voyez, la disproportion des forces est gigantesque. Mais ce qui est intéressant, c'est l'explication, la justification que donne le dirigeant social-démocrate de gauche, Otto Bauer, à l'opposition. Otto Bauer était d'ailleurs prisonnier de guerre en Russie et il a été libéré bien avant la fin de la guerre.
Il a participé à des réunions du Soviet de Pétrograd, mais ça ne lui a pas donné un esprit révolutionnaire très aigu. Et il explique, dans un texte qu'il publiera lui-même en 1919, pourquoi il ne faut pas, à son avis, passer de la révolution politique à la révolution sociale. Il écrit les lignes suivantes, vous verrez qu'elles sont lumineuses sur ce qu'est la social-démocratie à l'époque. Je ne parle pas de ce qu'elle est devenue maintenant, mais c'est même une sous-caricature de ce qu'elle était jadis. Il suffit de se rappeler quand même que le camarade François Hollande a célébré en 2014, à propos de l'anniversaire de la Première Guerre mondiale, le fait que la France ait envoyé 430 000 soldats coloniaux faire la guerre. Vous imaginez comme les Sénégalais, les Algériens et les autres étaient passionnés par la reconquête de l'Alsace et de la Lorraine. La révolution politique, écrit Tobauer, a détrôné l'empereur, éliminé la Chambre des seigneurs, détruit le suffrage censitaire dans les élections provinciales et municipales. Tous les privilèges politiques sont anéantis. Tous les citoyens, sans distinction de classe, de condition ni de sexe, sont maintenant des citoyens à droits égaux. C'est exact. Il continue. Mais la révolution politique n'est que la moitié de la révolution. Elle supprime l'oppression politique, elle laisse subsister l'exploitation économique. Le capitaliste et l'ouvrier sont en droit égaux entre eux, ils jouissent des mêmes droits politiques et cependant l'un reste un capitaliste et l'autre un ouvrier. L'un reste un seigneur de fabrique et de mine, l'autre reste pauvre et sans défense comme un rat d'église. Parfait, hein? On peut dire que ce qu'il écrit est profondément juste. Et au cas où le lecteur n'aurait pas compris, il ajoute, la révolution politique ne supprime pas l'exploitation économique, bien plutôt elle la rend plus directement sensible. Et il met dans les masses ouvrières la réflexion suivante, avons-nous détruit la toute-puissance de l'empereur pour demeurer assujettis à la toute-puissance du capitalisme? Avons-nous donc brisé la tyrannie des généraux, des bureaucrates, des nobles féodaux pour demeurer les valets et directeurs de banques, des magnats des cartels, des barons de la bourse? Voilà ce que demandent les masses ouvrières. La demi-révolution éveille la volonté d'une révolution totale. Le bouleversement politique éveille la volonté de la rénovation sociale. La victoire de la démocratie inaugure la lutte pour le socialisme. On se dit bravo Otto. Oui, et après il répond, pas question de faire la révolution sociale. Et il donne deux raisons. Première raison, si nous faisons la révolution sociale, les cadres dans les usines, les ingénieurs, les cadres responsables ne seront pas d'accord, ils nous laisseront tomber, et comme les ouvriers sont incapables de gérer les usines, on va se retrouver dans les difficultés les plus grandes. Alors il fait une longue description apocalyptique de ce qui se passerait si ils s'en allaient, la plupart des directeurs, etc., etc. Et puis enfin, l'argument décisif et fondamental, les capitalistes de l'étranger nous refuseraient les matières premières dont nous avons besoin et le crédit indispensable pour nous les procurer. En conclusion, le camarade Bauer nous dit on peut instaurer le socialisme que si les capitalistes et les banques sont d'accord. Ben oui, c'est clair. C'est pas forcer sa démonstration que de tirer cette conclusion. C'est ce qu'il dit lui-même. Hein, les capitalistes ne donneront pas de crédit. Bien, alors, là, le mérite des bolcheviks, c'est d'avoir considéré qu'il ne fallait pas attendre les capitalistes. Et pourtant, la situation dans laquelle ils était plus dramatique que celle de l'Autriche et de l'Allemagne. Lors du deuxième congrès des soviets, un des mencheviks qui est resté quelque temps dans le congrès interpelle les dirigeants bolcheviks et leur dit « Mais qu'est-ce que vous allez faire au pouvoir? L'industrie est ruinée et les trains ne fonctionnent plus. » Ce qui est exact. C'est d'ailleurs l'une des raisons des problèmes de ravitaillement terribles. Or, après 3 ans de guerre civile, ce sera encore bien pire. C'est-à-dire que vous avez en 1920 un pays totalement ruiné. Bien. Autre résultat de la révolution russe, bon, il n'y a pas forcément de lien logique entre tout ça, mais si quand même. C'est les effets que ça a sur les organisateurs et les militants des divers partis socialistes. L'exemple le plus significatif, peut-être, c'est l'effet que produit la révolution russe sur la révolution allemande, sur le mouvement ouvrier allemand, et les conclusions qu'en tireront les cadres qui, pendant la guerre, s'étaient opposés, c'est-à-dire les spartakistes s'étaient opposés à l'union sacrée et à la guerre. La révolution éclate en Allemagne au lendemain de la chute de l'Empire, de la fuite de Guillaume II. La bourgeoisie décide, enfin la bourgeoisie et l'aristocratie décident qu'il faut assurer une perpétuation du pouvoir. Ils
coopte donc des sociodémocrates au gouvernement. Le chancelier Max de Bade décide de nommer un social-démocrate chancelier à sa place. Et les conseils ouvriers se forment, des conseils de soldats, et qui rassemblent, qui n'ont pas encore la puissance qu'avaient les soviets d'ouvriers, de soldats et de paysans en Russie, mais qui rassemblent déjà des élus, des délégués qui représentent des dizaines, voire des centaines de milliers d'ouvriers et de soldats. Pas de paysans, il n'y a pas de soviets de paysans. Lorsque le régime s'effondre, le Parti social-démocrate conserve encore le contrôle de la majorité de la classe ouvrière. En même temps, le Parti social-démocrate indépendant, dans lequel se trouvent les spartakistes, est minoritaire, mais commence à se développer et à attirer à lui des dizaines de milliers d'ouvriers. À la fin de décembre, le groupe Spartacus, et un certain nombre de groupes qui avaient rompu avec la social-démocratie indépendante, qui s'était constituée en 1917, se réunissent et créent le Parti communiste allemand, qui est proclamé le 1er janvier 1919. Donc, pas mal de temps après la révolution russe, alors même que la classe ouvrière allemande s'est déjà mise en mouvement. Lorsque la révolution éclate à Berlin, le groupe Spartacus a 50 adhérents dans tout Berlin. C'est-à-dire que le chemin à suivre pour arriver à un parti qui représente une partie importante de la classe ouvrière est quand même assez long. Lors du congrès de fondation du Parti communiste, un programme est adopté. Ce programme, qui est proposé par Rosa Luxembourg, définit deux exigences fondamentales. La première, revendication économique immédiate. Et vous voyez là l'influence de la révolution russe. Le programme affirme confisquer toutes les fortunes et revenus dynastiques au profit de la collectivité, annuler toutes les dettes d'État. C'est-à-dire que le Parti communiste allemand, fondé par Rosa Luxembourg, Liebknecht, Karl Radek et d'autres, reprenait l'exigence de l'annulation de la dette, de même que tous les emprunts de guerre. Ensuite, il se fournit à la propriété foncière, suppression de tout droit privé sur les banques, et deuxième point, sur le plan politique, le programme affirmait la nécessité de liquider tous les parlements. Suppression de tous les parlements. Leurs fonctions seront assumées par les conseils d'ouvriers et de soldats, et par les comités qui en relèvent. C'est-à-dire que c'est l'opposition totale aux institutions plus ou moins perverties, de plus en plus d'ailleurs, de ce qu'on appelle par antiphrase la démocratie bourgeoise. Et ça permet de revenir brièvement, oui ça va encore un peu de temps, à la question de l'Assemblée constituante. À l'occasion du centenaire de la Révolution, on peut voir traîner un peu partout l'affirmation que la preuve que les bolcheviks étaient vraiment des antidémocrates, c'est qu'ils ont dissous l'Assemblée constituante. Il faut se rappeler deux points. Lorsque se tient le congrès des soviets, il est convoqué par l'ancienne majorité, les socialistes révolutionnaires et les mencheviks. Ils ouvrent le congrès, dont ils reconnaissent donc la légitimité puisqu'ils l'ouvrent. Mais dès l'élection du président, ils sont mis en minorité. En conséquence de quoi, ils déclarent, eux, que le congrès n'est pas représentatif, et donc ils s'en vont. Ils emmènent avec eux d'ailleurs les sténographes, ce qui fait qu'il n'y aura pas de compte-rendu sténographique du congrès. Donc, puisqu'ils sont battus, le congrès n'est pas représentatif. C'est-à-dire que c'est toujours aux révolutionnaires d'être minoritaires. Ensuite, l'Assemblée constituante, elle se réunit, peu importe les modalités d'élection, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est tout à fait secondaire. Avant. Lorsque, au lendemain du congrès des soviets, les battus du congrès proposent aux bolcheviks un gouvernement socialiste uni, c'est-à-dire bolcheviks, socialistes révolutionnaires, mencheviks et autres petits groupes, Poalésion, le parti polonais, socialiste polonais, puisque la Pologne faisait partie de la Russie à l'époque, les 4/5e de la Pologne. Et il pose une exigence fondamentale. Ce gouvernement socialiste uni, la première union de la gauche, si vous voulez, de l'histoire,
ne sera pas responsable devant le comité exécutif central des soviets. Au même moment, le comité central du parti bolchevique vote la proposition que soient cooptés au comité exécutif central des soviets ceux qui ont quitté le Congrès. Mais eux ne veulent pas être responsables devant le Congrès des soviets. Ils veulent être responsables devant une instance qui réunit les représentants des ouvriers et des soldats et la bourgeoisie. C'est le lien avec la bourgeoisie qui est le lien fondamental. Et c'est la raison pour laquelle, au début, certains bolcheviks hésitent, mais Lénine et Trotsky emportent la majorité. Non. La représentation, c'est celle des soviets, c'est-à-dire ceux qui représentent 90% de la population, les paysans, les ouvriers et les soldats. C'est là que se fait la rupture. Et l'Assemblée constituante, lorsqu'elle s'est réunie, est présidée par Viktor Tchernov, ancien ministre socialiste révolutionnaire du gouvernement provisoire, lequel fait un grand discours. Alors c'est plein de mots sur le socialisme, comme Millerand pouvait en prononcer en 1898, le socialisme, l'égalité, l'amour entre les hommes et les femmes, etc. Mais la question fondamentale, c'est la question de la guerre. Parce que si les bolcheviks ont pu accéder au pouvoir, c'est parce qu'ils ont été portés par une vague populaire profonde, exprimant deux choses. La haine viscérale du prolétariat pour le patronat, qui en Russie est l'une des plus profondes que le monde ait jamais connues, pour un certain nombre de raisons. En 1905, pour écraser la révolution, les patrons à Petrograd ont lockouté tout le monde. Et à partir de juillet 1917, ils pratiquent le lockout massif pour essayer de démoraliser les ouvriers. L'un des chefs patrons, des patrons, dit Ryabouchinski déclare le 3 août 17, on attend le moment où la main osseuse de la faim prendra au cou les soviets. Ça, c'est une politique de dialogue social, caractéristique et ouverte. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Tchernov, sur la guerre? Il dit, pas de paix séparée, ça c'est une trahison. C'est une trahison de qui? C'est pas une trahison des soldats qui n'en veulent plus et qui quittent les tranchées, alors en masse. Hein. Il n'y a plus d'armée russe en janvier 1918, les Allemands le savent d'ailleurs. C'est une trahison de qui? C'est une trahison de l'alliance avec Paris et Londres pour un nouveau partage impérialiste du monde dans lequel la Russie devrait recevoir la vieille ville historique russe qui est Constantinople, par exemple. Hein. Bon. Et il dit donc, pas de paix séparée, et puis on va faire une conférence des socialistes de tous les pays en guerre, et des neutres. Voilà, pour faire la paix, vous réunissez des gens qui soutiennent leur gouvernement des deux blocs en guerre, vous constatez qu'il n'y a rien à faire, donc vous continuez la guerre. Et même l'historien américain très anticommuniste, mais qui quand même connaît un peu les choses, Martin Malia, écrit dans son bouquin, la constituante était condamnée, elle n'avait à proposer que la poursuite du gouvernement provisoire qui avait été renversé. Bien, autre effet de la révolution russe, c'est le problème de la création de partis communistes. Dès qu'il est arrivé en avril 17 à Petrograd, Lénine a posé plusieurs revendications, plusieurs demandes. À la conférence d'avril 17 du Parti social-démocrate de Russie, fraction bolchevique. Parce qu'il n'existe pas encore de parti bolchevique vraiment distinct. Il dit qu'il faut changer le nom du parti. On n'est plus des sociaux-démocrates, malgré le nom du parti, qui s'appelle POSDR. B, pas toujours B, d'ailleurs, je l'oublie souvent. Et deuxièmement, il faut constituer une internationale révolutionnaire. Sur le changement du nom du parti en parti communiste, il a une voix, la sienne. C'est difficile d'être plus minoritaire. Hein. Quant à l'international, maintenant, ils veulent quasiment tous rester dans l'international socialiste. D'ailleurs, il s'appelle toujours Parti ouvrier social-démocrate de Russie. Un historien russe, en 1927, avait fait un calcul. Il avait recensé 88 comités du POSDR en Russie en avril. Il était arrivé à la conclusion suivante. Il y avait 23 comités proprement bolcheviques et 65 comités mélangés, bolcheviques et mencheviques réunis. Donc voilà un parti dont un tiers seulement de ses membres étaient organisés dans des organismes particuliers de ce propre parti. En fait, ils se sentaient tous, enfin pas tous, mais beaucoup. Les prolétaires de Petrograd, eux, se sentaient pas du tout des sociaux-démocrates. Deuxièmement, l'international, eh bien, il a fallu longtemps pour imposer cette idée. Ça a été difficile, elle a été constituée qu'en mars 1919. Quant à la création de partis distincts, bon, elle a commencé tard. Elle a commencé essentiellement à partir
de novembre-décembre 1918, et certains partis, ça attendra plus de 3 ans pour que ça constitue. Bon, vous avez le Parti français, l'hiver 1920, le Parti communiste italien ne sera créé qu'en janvier 1921, alors que la vague de la révolution italienne, qui a commencé en août 1917, pas seulement comme effet direct de la révolution russe, mais entre autres comme effet de la révolution russe, et puis comme effet de la haine de la guerre. Les Italiens n'aiment pas beaucoup la guerre en général, alors là encore moins celle-là. Il suffit de lire Les Hommes comptent, c'est un roman absolument superbe. Il y a une révolte à Turin, il y a 50 morts, la répression est très grande, et ça ne cessera de monter jusqu'à une vague révolutionnaire en septembre 1920 qui est au bord de la prise du pouvoir. Mais il n'y a pas encore de parti communiste italien à ce moment-là. Il n'y a qu'un parti socialiste avec des dirigeants gauche qui, alors, imbattables dans le maximalisme verbal. Vous pouvez toujours piquer Mélenchon aux fesses, il n'y arrivera pas à 10% de ce que ces gens-là sont capables de dire. Mais dans les verbes, ils sont absolument inarrêtables, mais alors dans les actes, rien. Donc alors que vous avez le prolétariat du nord de l'Italie contrôle la moitié du nord, et des comités de grève et des comités insurrectionnels dans les usines, avec des nids de mitrailleuses sur les usines, vous avez un syndicat unique, CGT, dirigé par un dénommé d'Aragona, qui lui est attaché au maintien de l'ordre bourgeois, et comme Léon Jouot, bien sûr, c'est l'explication fondamentale, la direction négocie dans le dos des métallos une augmentation de salaire mirifique, c'est de l'ordre de 30%, pour essayer de désarmer le mouvement. Le patronat est prêt à lâcher tout pourcentage d'augmentation qu'il veut, parce qu'il veut, c'est pas être exproprié. Et d'Aragona, d'ailleurs, se félicitera, une fois Mussolini arrivé au pouvoir 2 ans après, d'être le principal architecte du retour de la paix civile en Italie. Et là, vous avez l'un des problèmes les plus importants, c'est-à-dire que le retard du prolétariat européen sur le terrain de l'organisation par rapport au prolétariat russe qui, lui, avait un parti, alors que les autres n'en avaient pas. Vous voyez, si vous prenez par exemple la puissance de la classe ouvrière allemande et le fait que son parti a été créé en fait, le 1er janvier, et qu'en plus, il a une direction dans le même qu'on puisse dire, c'est qu'elle est très hétérogène, parce que le camarade Karl Liebknecht, c'est un héros, ça c'est sûr, le gars qui distribue le 1er 1916 des tracts contre la guerre en uniforme d'officier d'artilleur, évidemment, c'est pas vraiment à la portée de tout le monde, il faut reconnaître. Sauf qu'il a un aspect gauchiste et qu'il organise une grande manifestation, je ne sais plus si c'est le 11 ou le 12 janvier, qui aboutit quasiment à une tentative de prise du pouvoir, bien que Radek, qui est présent là, essaie de lui rappeler aux autres qu'en juillet 17, les bolcheviks auraient pu prendre le pouvoir à Petrograd, porté par les manifestations du régiment de mitrailleurs et les manifestations des marins de Kronstadt, armés jusqu'aux dents. Mais on a considéré que si on prenait le pouvoir à Petrograd, nous serions isolés du reste du pays et qu'on aurait été écrasés. Il essaie, mais ses conseils ne servent à rien. Et non seulement le mouvement est écrasé, mais Liebknecht et Rosa Luxembourg, qui sont ses 2 principaux leaders, sont assassinés sous la direction du gouvernement social-démocrate. Enfin, j'aurais bientôt terminé, d'autres mouvements révolutionnaires naissent comme produit de la révolution russe. L'un des plus nets, c'est celui qui soulève la Hongrie. La grève générale a donc commencé en Hongrie en janvier 18. Elle est battue grâce à la social-démocratie autrichienne, puisqu'à l'époque c'est l'Autriche-Hongrie. Et puis l'Empire autrichien se disloque. La Hongrie devient théoriquement indépendante, enfin elle devient indépendante théoriquement, oui. Et c'est une monarchie. Vous avez un mouvement qui se déclenche au printemps 1919. La monarchie s'effondre et s'instaure un gouvernement qui comporte 17 ministres sociodémocrates et 12 ministres communistes. Ça n'est pas un gouvernement des soviets, comme en Russie. C'est pas un gouvernement de conseils ouvriers parce qu'il y a peu de conseils ouvriers. Il y a quelques conseils ouvriers, quelques conseils de soldats, mais c'est une coalition politique dans laquelle les communistes, partis créés juste un an avant, avec beaucoup d'anciens prisonniers hongrois qui ont été convertis, si j'ose dire, au communisme en Russie, qui sont revenus,
et où les sociodémocrates sont majoritaires. C'est très important, c'est un parlement. C'est un gouvernement qui repose sur un parlement. Et dans ce parlement, les communistes sont minoritaires. Ça n'empêche pas d'ailleurs que leur chef, Bela Kun, dont parfois les questions personnelles peuvent jouer un rôle dans l'histoire. Bela Kun est absolument sûr de son envergure historique. C'est pas le seul, vous me direz. Et il écrit à Lénine, juste au début du mouvement révolutionnaire, les lignes suivantes: « Soyez tranquille, je mène l'affaire complètement, avec certitude et de façon marxiste. » Bon, avec un gars pareil, on est tranquille. Aucun putsch ici n'est impossible. Si nous prenons le pouvoir dans nos mains, personne ne nous l'arrachera. La ligne suivante: envoyez-moi de l'argent très vite. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'un tel rapport entre les deux affirmations laisse quelque peu sceptique sur la manière dont le camarade Bela Kun, dirige une situation dans laquelle la majorité est entre les mains du Parti social-démocrate, qui a 9 fois plus d'adhérents que le Parti communiste hongrois. Alors, dans une autre lettre à Lénine, il écrit: « Le prolétariat agit à la manière bolchevique, les masses s'éloignent du Parti social-démocrate et s'unissent à nous. » Oui, ça c'est le rêve, mais dans la réalité c'est beaucoup plus compliqué. Deuxièmement, les communistes hongrois, enfin Bela Kun, ne tirent aucune leçon de ce qui s'est passé en Russie. Rappelez-vous, lors du congrès des soviets, Lénine présente 2 décrets. Enfin, il en écrane plus de 2, mais enfin les 2 plus importants. Le décret sur la paix, dont un historien français dira qu'avec ce décret, Lénine a bouleversé les règles habituelles de la démocratie en faisant appel au peuple par-dessus leur gouvernement. Cet historien est d'ailleurs une historienne, et c'est pas vraiment une gauchiste, c'est Madame Carrère d'Ancos. Et ce qu'elle explique là est parfaitement juste. Et effectivement, il a bouleversé les règles de la diplomatie traditionnelle, en faisant appel au peuple. Deuxièmement, il fait adopter un décret sur la terre, malgré les réticences d'un certain nombre de bolcheviks. Ce décret a été rédigé et adopté par 242 comités paysans, ou soviets paysans, enfin c'est quasiment la même chose à ce moment-là, qui se rangent du côté des socialistes révolutionnaires. Donc les bolcheviks disent: mais c'est pas ça notre politique, c'est la socialisation immédiate. Il leur dit: écoutez, c'est ce que veulent les paysans. Ce que nous voulons, nous, c'est l'alliance entre les paysans et les ouvriers. Puisque c'est ce qu'ils veulent, et que quand même pas le fait que les terres de la couronne, des grands propriétaires et de l'église et des monastères qui avaient 15 millions d'hectares, c'est normal, les besoins du Seigneur sont imprescriptibles, soient distribués aux paysans, il faut adopter ça. Alors quand on lit le texte, d'ailleurs, quand on lit le texte jusqu'au bout, on se dit effectivement que ce n'est pas exactement le langage bolchevique. Par exemple, à la fin du texte, si vous le lisez, vous verrez que les derniers qui doivent bénéficier de la répartition des lots sont les paysans pauvres, les paysans tarés et les déserteurs. Alors, les paysans tarés, ça paraît bizarre. Hein. Pourquoi? Parce que bon, j'ai regardé le mot russe. Alors le mot russe, c'est parochny, c'est vicieux, dépravé ou taré. On a le choix entre 3 adjectifs qui ne sont pas très favorables. Le texte a été écrit par des paysans socialistes révolutionnaires, qui sont des paysans souvent petits propriétaires. Et pour eux, le paysan qui n'a pas de terre, c'est un fainéant et un ivrogne. Toujours, obligatoirement. Donc, lui, on ne lui donne rien. Et puis après, bien pareil, il y a les déserteurs. Évidemment, les SR, ils sont pour continuer la guerre. Donc, d'ailleurs, la question des déserteurs soulève un vrai problème dans le congrès des soviets. Je ne vais pas revenir là-dessus. Bien, donc, il adopte une position qui représente la nécessité d'une alliance entre les 2 classes fondamentales. Que fait Bela Kun? Lui, c'est un marxiste pur et dur, 125%, pur jus. Non, pas le moindre morceau de terre aux paysans. La socialisation immédiate, le résultat. La masse des paysans se détourne du Parti communiste hongrois, et lorsque Clémenceau décide d'organiser la fin de la fête, en utilisant l'armée roumaine, eh bien, la révolution hongroise s'effondre, parce que son soutien populaire est beaucoup trop limité, beaucoup trop étroit, et ça débouche sur une répression extrêmement brutale. Vous voyez, 5000 communistes qui sont pendus ou fusillés, ou même l'un écartelé. Quand même, depuis Louis XV, ça se faisait plus beaucoup, enfin c'est vrai que la Hongrie n'était pas à l'avant-garde de la civilisation.
Bien, dernière chose, si je retrouve mon petit papier, mais apparemment je l'ai perdu, mais c'est pas grave. L'effet de la révolution russe, c'est de démontrer qu'il est effectivement possible de mettre fin au régime du capital. C'est la raison pour laquelle elle a fait l'objet, pardon, pas l'effet, d'une véritable guerre mondiale. Il faut se rappeler, en effet, qu'elle n'a pas été seulement confrontée à la contre-révolution intérieure, dont j'ai décrit les premiers effets avec l'évasion des capitaux, le sabotage, etc., la constitution d'armées blanches dans le sud de la Russie, puis ensuite à l'est, en Sibérie, et puis au nord avec Arkhangelsk et Mourmansk, et puis les débarquements d'unités étrangères, 57 000 Japonais à Vladivostok, flanqués de 9 000 Américains qui d'ailleurs passent plus de temps à surveiller les Japonais parce qu'ils ont peur qu'ils prennent une partie du territoire, et puis les Anglais dans le nord, et puis dans le sud les Français, les Grecs, 2000 Grecs qui sont déchaînés parce qu'ils veulent défendre l'Église orthodoxe qu'ils accusent les bolcheviks de réprimer. La France envoie évidemment des troupes coloniales, des Algériens qui se font tous massacrer, des tirailleurs sénégalais. Bon, vous connaissez les marins, la marine, les insurrections. Ben, vous avez 12 nationalités différentes. Certes, la valeur militaire de cette intervention est finalement réduite parce que les soldats envoyés ne veulent pas se battre. Ils en ont assez de la guerre. Bon, les Anglais au nord, près d'Arkhangelsk, avancent non pas au pas de loi, mais quasiment en marche arrière. Donc, ils ne mèneront jamais une seule opération militaire sérieuse. Les Japonais ne bougent pas beaucoup. Ils voudraient bien piquer une partie du territoire, Vladivostok, cette région-là. Mais en fait, bon, les Américains ne veulent pas leur laisser mettre la main là-dessus. Donc, la France essaie d'organiser, c'est le gouvernement qui va le plus loin dans l'organisation de l'aide à la contre-révolution. Et ça se terminera, le dernier acte de la guerre civile sera l'attaque de la Russie soviétique par la Pologne. La Pologne qui est directement, le gouvernement de la Pologne, du maréchal Pilsudski, qui est directement conseillé, fourni en armes et en argent par un gouvernement français qui envoie à Varsovie une mission commandée par le général Weygand et dans laquelle figure le capitaine Charles de Gaulle. Et ils envoient le 25 avril l'armée polonaise à laquelle se sont alliés les nationalistes ukrainiens. C'est quand même assez remarquable quand on se rappelle les rapports historiques entre l'Ukraine et la Pologne. L'Ukraine s'est quand même libérée de la tutelle polonaise en 1657-58, en massacrant 100 000 juifs en passant, mais ça n'a rien d'étonnant quand on connaît le pays. Ils envahissent et au début ils entrent comme dans du beurre, parce que la paysannerie ukrainienne, comme la paysannerie de la Russie soviétique, on a assez de la guerre civile, assez des réquisitions. Et puis, l'armée polonaise prend Kiev. Et ça provoque presque immédiatement, une véritable levée en masse de la paysannerie polonaise, quoi qu'ils aient reproché aux bolcheviks. Les déserteurs reviennent à nouveau dans l'armée rouge, et c'est là l'une des raisons fondamentales des revers que subissent ensuite les Polonais, qui en fait sont un revers de la contre-révolution mondiale. C'est si bien une contre-révolution mondiale, il faut relire les déclarations qui se font lors du Conseil de guerre allié où vient Wilson le 16 janvier 1919. C'est bien l'entreprise de guerre mondiale. Tous les pays ne sont pas concernés, bien sûr, et parce que le danger est mondial. Au Brésil, on appelle l'année 1917 l'année rouge. Hein? Vermelho, vermeil. Bon. Et pourtant, c'est assez loin, apparemment, de ce qui se passe en Russie. Et cet échec de l'invasion de la Pologne va d'ailleurs pousser, de l'invasion de l'Ukraine, pardon, par l'armée polonaise, va pousser Lénine à commettre sans doute l'une des plus grandes erreurs, il n'en a pas fait beaucoup à mon avis, mais enfin c'est mon point de vue, à savoir qu'arrivé à la frontière polonaise, il a l'idée de convaincre l'armée rouge de continuer. Alors l'idée est assez étrange parce que ça ne ressemble pas tellement à ce que fait Lénine en général. Il dit voilà, il faut qu'on va conquérir la Pologne en renversant, enfin il ne dit pas conquérir bien sûr, en renversant le pouvoir
de la bourgeoisie en Pologne, le pouvoir des seigneurs, on va pouvoir tâter le prolétariat allemand, voir s'il est prêt à faire la révolution, si la révolution gagne en Pologne. Alors, et puis le prolétariat anglais. Alors, lors d'une conférence du parti bolchevique, Radek se paiera la tête de Lénine alors, dans les grandes largeurs, sans que Lénine réagisse vigoureusement d'ailleurs, en disant moi j'aurais conseillé au camarade Lénine, plutôt pour tâter l'humeur du prolétariat allemand ou anglais, plutôt de lire la presse anglaise et allemande, ça leur aurait évité une entreprise militaire qui était destinée à la catastrophe. Effectivement, c'est la catastrophe, et c'est à la fois l'échec d'une tentative désespérée de sauver une révolution mondiale qui, disons, s'atténuait et se décantait et se finissait à cause des échecs répétés en Allemagne et en Italie. Et en même temps, deuxièmement, ça a sauvé la révolution russe qui est sortie de l'épreuve absolument à genoux, épuisée, ce qui aboutira à des insurrections paysannes, dont la forme la plus élevée est l'insurrection des marins de Kronstadt, qui en fait est une insurrection paysanne. Il y avait des insurrections paysannes à l'époque à Tambov, à Ichim, à Tiumen, et la plupart des marins de Kronstadt à l'époque sont des paysans qui ont été recrutés soit dans les armées de Makhno, quand on les fait prisonniers, on les envoie à Kronstadt parce qu'il ne se passe rien là-bas, soit même des soldats des armées blanches qui ont été recrutés comme ça, par la force ou même sans trop de force. S'ils sont soldats dans l'armée blanche ou dans l'armée rouge d'ailleurs, ils auront de quoi manger, alors pourquoi pas s'engager, bon. Donc, mais ils désertent très facilement d'ailleurs, donc on les envoie là-bas, et vous avez là, la Russie soviétique est au bord de l'effondrement à ce moment-là. On peut dire que ce qui l'a sauvé, c'est, même si ça a échoué, si la révolution européenne a échoué, c'est la mobilisation du prolétariat européen pour tenter de prendre le pouvoir là où la perspective lui paraissait ouverte. Et même si ça a échoué, en fait, ça a paralysé en grande partie les efforts de la bourgeoisie mondiale. C'est-à-dire, ce n'est pas une question militaire. Par le train de Trotsky, c'est bien. Je trouve que Trotsky a raison de faire ce train, d'ailleurs, qui permet de coordonner les efforts de l'armée rouge. Mais la victoire est d'abord politique. C'est-à-dire, c'est une victoire du contenu de la révolution pour les masses russes, et politique ensuite pour ce que ça représentait pour les masses des pays européens, et même pas seulement européens. Pensez qu'il s'est créé 2 partis communistes aux États-Unis en 1919, en septembre. Ça les constituants, il a scissionné tout de suite, mais bien que chaque scission, comme l'a dit Roland Michel, provoque en général un départ d'un côté, un départ de l'autre et un départ au milieu, pas seulement dans les syndicats, dans les partis aussi. AED faisait quand même 40 000 adhérents aux États-Unis, ce qui n'est pas si mal. Bon, c'est encore loin de la révolution, mais quand même c'est un effet immédiat de la révolution russe. Donc c'est c'est l'une de ces marques historiques, et peut-être que son principal héritage, enfin l'un de ses principaux héritages, c'est l'exemple qu'elle nous donne sur la dette si demain nous accédons au pouvoir. Mais il faut être optimiste, camarade. Sinon alors... Alors, un dernier tour de questions avant que Jean-Marc prenne son train. Jean-Jacques. Jean-Marc, c'est chiant. Jean-Jacques. Donc, pareil, s'il y a des questions. Oui, bonsoir Monsieur Marie. Je vais vous poser une question qui va vous paraître d'une grande naïveté. J'ai lu sur la présentation, enfin le programme, que vous aviez écrit 20 ouvrages sur la Russie. Et on sent dans ce que vous dites que vous avez beaucoup de sympathie pour la révolution russe. Ce qui est difficile à expliquer aux profanes ou à nos enfants, par exemple, qui s'en moquent totalement du reste, et qui, de surcroît, ne retiennent de la révolution russe que les abus, les morts,
les camps d'extermination qui ont eu lieu par la suite. Est-ce que vous pensez que la révolution, alors donc c'est là que ma question est très naïve, est-ce que la révolution russe aurait pu réussir sans tous ces abus? On va repartir avec 1 heure de conférence. Non. Alors non, moi, parce que je ne veux pas rater mon train. Mais d'abord, vous devez être quand même épuisé avec tout ce que vous avez entendu. Non, la question de fond a été posée par Lénine dans son dernier écrit. Mieux vaut moins, mais mieux. Dernier écrit qui, chose étrange, n'a pas été censuré par Staline, lequel, pour la censure de Lénine, était un chef, puisque sous Staline, les œuvres complètes de Lénine comportaient 35 volumes et sous Khrouchtchev, 55. Vous voyez la part énorme de censure. Or, qu'est-ce qu'il dit dans Mieux vaut moins, mais mieux? Et son dernier écrit, parce qu'après il a un AVC qui le réduit à un état de légume. Il dit, voilà, la bourgeoisie mondiale n'a pas réussi à nous écraser, mais elle a réussi à nous empêcher de faire aussitôt un pas en avant. Vous voyez, donc le bilan qui tire de la Révolution est modeste. Même les conquêtes pour les femmes, qui ont été souvent annulées par la situation réelle dans laquelle se trouvait ce pays. La dépénalisation de l'avortement et le fait que l'avortement peut se produire, être effectué en hôpital avec un médecin, c'est une conquête, sauf qu'il n'y a pas d'hôpitaux dans les campagnes russes. Donc les femmes se font avorter avec les techniques médiévales traditionnelles, la barre de fer, les drogues, les poisons, bon. Et donc, ils s'interrogent, saurons-nous tenir, c'est possible comme tenir, vous voyez, qui ne parle pas de conquête grandiose, avec notre petite production paysanne jusqu'au moment où les pays d'Europe auront réalisé le socialisme. Il ne dit même pas où la classe ouvrière aura pris le pouvoir. Donc vous voyez, sa perspective est extrêmement modeste. Deuxièmement, la révolution ne va pas l'emporter, ni en Chine, ni en Espagne en 1936, Donc la Russie soviétique va être réduite à un état d'isolement alors qu'elle est totalement ruinée. En 1845, Marx écrivait en passant comme ça, la révolution ne peut se produire que dans un pays où règne l'abondance, car autrement, dans une situation de pénurie, recommencerait la lutte de chacun contre chacun. En 1920, à un moment, Lénine note dans un écrit, c'est à nous de décider qui va mourir de faim. Ça ne le remplit pas de joie. C'est-à-dire que règne dans la grande misère effroyable dans laquelle se trouve ce pays, condamné au blocus par la France et l'Angleterre du 1er janvier 19 au 1er janvier 1920, évidemment, va se développer une grande bataille, une fois que tout s'arrête, pour la répartition de la pénurie. Un appareil va se développer très vite. En novembre 1919, l'appareil du secrétaire du comité central comporte 30 personnes. 2 ans plus tard, il en comprend 606. Vous voyez le gonflement de l'appareil en l'espace de 2 ans. Et c'est partout se constituent des commissariats, tout ce que vous voulez, des commissions. Un appareil qui répartit la pénurie évidemment à son profit. Alors, en juillet 1922, Staline fait voter l'attribution à 15 000 cadres du parti d'un petit pailloc, d'un petit paquet spécial contenant des produits absolument déficitaires. Quand on lit ça aujourd'hui, on se dit que bon, c'est misérable, comme oui, d'accord, mais dans un pays où des gens meurent de faim, la famine de 21, ça fait 5 millions de morts. Le cannibalisme y a réapparu. Ce ne sont pas vraiment des conditions pour édifier le socialisme que programmera Staline 3 ans plus tard. C'est l'isolement, c'est l'écrasement de la révolution européenne qui a réduit la Russie soviétique à cette situation. Or, jamais une société ne peut dépasser le stade des forces productives qu'elle a atteint ou auxquelles elle est réduite. Alors, les forces productives ont été détruites dans la quasi-totalité de la Russie soviétique lorsque la guerre civile s'arrête. C'est pourquoi Lénine a toujours mis son espoir dans le fait que la révolution triomphe d'abord en Allemagne, puisque c'est le grand pays industriel européen, et où en septembre 1920, se tient à Bakou un congrès des peuples d'Orient, dont l'axe fondamental, et ça différencie radicalement les communistes des sociaux-démocrates, c'est la mobilisation des peuples coloniaux et colonisés contre le capital. Alors que la social-démocratie européenne
sur le plan du colonialisme, a toujours été d'une discrétion tout à fait remarquable. Bon, ça ira jusqu'à Guy Mollet, qui lui sera pas discret, c'est le qu'on puisse dire. Mais même Gued, qui était le fondateur du Parti ouvrier français, était partisan d'un Maroc socialiste. Vous voyez, on le garde chez nous, mais il sera socialiste. Oui, il est ta sœur, dirait l'autre. Bon. Donc là, vous avez un appel à la mobilisation des peuples coloniaux contre l'impérialisme, de façon conjointe avec la classe ouvrière russe, et ce qu'il en reste, parce qu'en 1920-21, il n'en reste pas grand-chose. Donc la bureaucratie se développe obligatoirement dans ce territoire, dans cette révolution isolée, écrasée, affamée et ruinée. C'est une sanction inéluctable. Mais si le capital avait été rétabli, le pays la destruction aurait été poursuivie, et on aurait un pays, je ne sais pas, comme aujourd'hui à la Somalie, c'est-à-dire sans État, sans gouvernement, où tout est subordonné aux appétits des capitalistes pour piller toutes les richesses. Ce qui d'ailleurs le sort de la semaine aujourd'hui, le sort de l'Irak, le sort du Mali bientôt, enfin le sort de toute une série d'autres pays livrés aux appétits du capital mondial. Et ça a échappé au capital mondial, qui a toujours rêvé de reprendre ce qui lui avait échappé. C'est la raison, c'est quand même la propriété d'État qui a permis à l'Union soviétique de construire, à partir de 1942, des chars d'assaut qui, à partir de 1943, seront plus nombreux que les chars nazis, bien que les nazis puissent utiliser toutes les capacités industrielles de toute l'Europe, et qui sont en plus de meilleure qualité, et qui, dans la bataille de Kursk, infligeront une défaite brutale aux Panzerdivision allemandes. C'est pas sur la base de l'industrie privée de l'Inde que vous auriez pu créer quelque chose comme ça. Ça, sauf que ça a été payé à cause de la bureaucratisation inéluctable dans la situation donnée, sauf si la révolution avait éclaté quelque part ailleurs. Ça ne justifie pas les horreurs du stalinisme, mais ça montre que, en tout cas, le fait d'avoir arraché un morceau de territoire à la domination du capital peut produire des effets beaucoup plus positifs que le maintien de la domination du dit capital. Voilà, écoutez, vous êtes bien gentil de m'avoir écouté, et moi, c'est très bon.